L'histoire des tribus germaniques au-delà de la frontière du Lemus est intrinsèquement liée au destin de l'Empire romain occidental. L'Empire romain, dans son demi-millénaire d'existence à l'ouest, a eu d'innombrables contacts avec un grand nombre de tribus différentes. Certaines ont été conquises, certaines sont devenues des amis, d'autres sont restées des ennemis farouches. Mais parfois, il n'était pas si évident de savoir si une tribu était une amie, une alliée ou une ennemie. Et une telle histoire compliquée d'animosité, d'amitié et plus tard de succession est certainement celle des Francs. D'où venaient les Francs? Quand ont-ils commencé à entrer dans les rangs de l'armée romaine en tant que fédérés? Et quand sont-ils devenus des ennemis redoutables? Où l'ont-ils même fait? Et qu'est-il arrivé après la chute de l'Empire romain? Les Francs sont d'abord attestés dans les sources romaines pendant le règne de l'empereur Probus, qui a régné de 276 à 282 après J.C. Cet empereur a mené de nombreuses campagnes contre diverses tribus germaniques au-delà de la frontière du Lemus, et il était célèbre pour avoir réinstallé de grandes quantités d'entre elles sur le territoire romain. Il a également complètement anéanti les Lougis, une tribu qui a été si complètement déroutée qu'elle ne jouera plus jamais un rôle significatif par la suite. Il a également restauré le territoire perdu des Agrides et Cumates, même si ce n'était que pour une courte période. Et il a réinstallé les Francs sur la côte nord de la Gaule, nous sommes informés. C'est à ce moment que les Francs sont mentionnés pour la première fois comme une tribu séparée. Il est cependant clair que les Francs existaient avant cela, mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont été mentionnés par les Romains comme une tribu à part entière. Mais nous devons être conscients que les Francs étaient probablement un terme inventé pour une certaine agglomération de peuples germaniques. En fait, le terme faisait référence à une coalition de différentes sous-tribus. Certaines d'entre elles deviendront plus tard connues sous le nom de France Salien ou de France Ripuer. Il est parfois difficile de les distinguer, donc j'utiliserai le terme général de Francs pour la plupart de cette vidéo. Ensuite, nous entendons parler des Francs à l'époque précoce de la tétrarchie, lorsque l'empereur Constance, père de Constantin, les a totalement vaincus de l'autre côté du Rhin, forçant leur roi à se contenter de la paix et installant de nombreux Francs près d'Augusta Treverorum, l'actuelle Trèves. C'est pendant les années 290 de la tétrarchie que des succès majeurs ont pu être remportés contre les barbares, car pour la première fois en décennies, il n'y avait plus d'usurpation constante. Et ce sont en effet ces usurpations constantes, et les Romains se battant contre les Romains, qui ont permis aux tribus germaniques, de même, s'avancer profondément en territoire romain. Ainsi, la tétrarchie a vraiment été une aubaine pour la capacité de l'Empire romain à s'attaquer aux problèmes germaniques. C'est alors Constantin qui est mentionné la prochaine fois comme ayant vaincu les Francs. Il a mené une campagne contre eux en 306 après Jésus-Christ, capturant un certain nombre de rois francs et les condamnant à mort dans un spectacle brutal dans l'amphithéâtre d'Augusta Treverorum. En 310, Constantin a de nouveau attaqué les Francs. Cette fois, il a fait construire un grand pont sur le Rhin, menant ainsi une campagne en profondeur sur le territoire franc en Germanie occidentale. C'est alors à cette époque que certains de ces Francs seraient totalement impressionnés par la puissance des Romains, et beaucoup d'entre eux rejoindraient l'armée romaine sous Constantin. Donc, au début des années 300 après Jésus-Christ, nous rencontrons pour la première fois des fédératifs francs, et ces soldats francs de Constantin deviendraient une pierre angulaire importante de son armée. Ce sont en effet ces Francs aguerris qui, en grande partie, ont rendu possible la victoire contre Maxence en 312 après Jésus-Christ. Il faut noter que le recrutement de Germains dans les troupes auxiliaires avait déjà été pratiqué auparavant, siècles. Mais l'ampleur du recrutement a vraiment commencé à augmenter fortement au début des années 300 et les succès militaires de Constantin contre Maxence et plus tard contre Licinius ont prouvé que cette stratégie n'était peut-être pas si mauvaise. Donc elle a été imitée. Et donc la pratique du recrutement de foederati germaniques est devenue courante. Nous pouvons supposer que c'était au début des années 300 alors que cette influence germanique croissante provoquerait également lentement le changement de l'équipement militaire et de l'armure des Romains eux-mêmes. En effet, la ligne entre les Germains et les Romains a commencé à se brouiller tellement qu'à partir des années 350, il est devenu difficile de distinguer une armée romaine d'une armée barbare. Alors que certains Francs se battraient pour l'Empire romain, d'autres resteraient de farouches ennemis. Et donc, seulement quelques décennies plus tard, en 355, les Francs ont capturé Colonia Agrippina, l'actuelle Cologne.
C'est l'empereur Julien lui-même qui a libéré Cologne des Francs en 356. Julien mènerait également une campagne contre les Alamans, remportant une victoire décisive contre eux en 357. Mais les Francs ont immédiatement profité de cette occasion pour envahir à nouveau, et Julien a entrepris des campagnes punitives en territoire alaman et franc pour montrer la force de Rome et, espérons-le, pour prévenir de futures attaques, une stratégie qui s'est avérée être un succès. Nous pouvons donc voir que, alors que certains Francs étaient probablement employés par les Romains à cette époque, d'autres essayaient constamment de piller et de saccager les villes romaines le long du Rhin, parvenant parfois à piller en profondeur vers l'ouest dans la campagne romaine. En 360, lorsque Julien était déjà auguste, il a mené une autre campagne contre les Francs à la frontière sud du Rhin, en battant beaucoup d'entre eux et en les acceptant comme colons dans l'Empire, ce qui lui a valu le titre de Francicus Maximus. Où exactement ils se sont installés, nous ne le savons pas précisément, mais de nouvelles découvertes archéologiques suggèrent que beaucoup auraient pu s'installer en Germania Secunda, une région qui avait été largement évacuée pendant la crise du IIIe siècle, et donc beaucoup de ces villes abandonnées étaient maintenant à nouveau peuplées de colons francs. Les Francs, en tant qu'ennemis, ont de nouveau disparu des sources pendant un certain temps, ce qui signifie que les campagnes de Julien et plus tard de Valentinien en profondeur sur le territoire germanique ont certainement eu un effet sur les barbares vivant au-delà du Limès. Vers la fin des années 300, les Francs étaient dispersés partout. Comme nous l'avons vu, Probus et Julien en avaient installé beaucoup dans l'Empire romain. Nous pouvons donc supposer que beaucoup étaient devenus si romanisés qu'à tous égards, ils avaient presque complètement été assimilés à l'Empire romain et à sa culture. D'autres étaient amicaux, mais s'étaient toujours installés en territoire non romain de l'autre côté du Rhin. Et encore une fois, d'autres sont restés hostiles à Rome et ont continué à saisir toutes les occasions pour attaquer l'Empire. D'autres encore, cependant, ont conservé leur identité germanique, mais ils se battaient pour l'Empire en tant que fédérés, certains d'entre eux ayant même atteint des rangs élevés. Au temps de l'empereur Gratien, un Franc nommé Ricomeres est monté au rang de comes domesticorum. Il a même combattu pour les Romains lors de la célèbre bataille d'Adrianople en 378. Il a à peine échappé, et plus tard, il est devenu magister militum per orientem à l'Est, et même consul en 384 après Jésus-Christ. Son neveu était le célèbre Arbogast, qui est également devenu l'un des principaux officiers de l'armée de campagne de l'empereur romain d'Occident Gratien. Arbogast a joué un rôle clé dans l'expulsion des Goths de Thrace suite au désastre d'Adrianople. Grâce à ses succès, il a été nommé Magister Militum Praesentalis, Magister Militum de l'Ouest au milieu des années 380 et est ainsi devenu le dirigeant effectif des provinces occidentales, principalement la Gaule, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Bonjour chers amis de l'histoire romaine tardive, c'est moi encore. Désolé pour les interruptions fréquentes dernièrement, j'ai une requête. Pour garder Majorianus tel qu'il est, j'ai vraiment besoin de votre aide via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car les vues sur Majorianus ne sont pas vraiment bonnes. Même si nous avons atteint cet incroyable jalon de 100 000 abonnés, les vues de la chaîne sont en fait vraiment assez faibles. Et comme je travaille à plein temps sur Majorianus, j'ai vraiment besoin de votre aide pour garder la chaîne telle qu'elle est. C'est-à-dire, pour garder la chaîne, une chaîne de niche, uniquement sur l'histoire romaine tardive. Parce que sinon, je devrais faire des sujets plus grand public. Je devrais faire de Majorianus une chaîne d'histoire romaine grand public. Je dois suivre les tendances, je dois commencer à regarder les tendances de tendances de YouTube. Je dois faire des vidéos sur Auguste, sur César, sur les guerres civiles romaines, sur les invasions d'Hannibal, sur toutes les choses grand public que tout le monde connaît, parce que YouTube est un moteur de recherche. Si plus de personnes sont intéressées par un certain sujet, vous obtiendrez simplement plus de vues. Et l'histoire romaine tardive est très niche. Donc en gros, j'ai vraiment besoin de votre aide pour garder Majorianus, cette chaîne très fascinante, qui traite de ces sujets obscurs et inconnus de l'Empire romain. Tardif, j'apprécierais vraiment beaucoup votre soutien. Merci beaucoup, amis de l'histoire romaine tardive, pour votre soutien, afin que nous puissions garder Majorianus, une chaîne sur l'histoire romaine tardive, uniquement sur l'histoire romaine tardive. Sur toutes les raisons, analysant toutes les raisons pour lesquelles l'Empire romain est tombé. Chaque détail obscur et minuscule, dont personne d'autre ne parlerait. Je veux continuer à faire cela, mais j'ai vraiment besoin de votre soutien pour garder Majorianus tel qu'il est.
parce que nous ne voulons pas être transformés en une chaîne d'histoire romaine General Standard. Donc merci beaucoup, amis, pour votre temps et retour à la vidéo. Nous voyons donc à quel point les Francs ont atteint une grande notoriété très haute et à quel point le système du Magister Militum a mal tourné, très haute, parce que l'empereur réel en ces temps-là, Valentinien II, n'avait pas de véritable pouvoir, puisque Arbogast ne répondait qu'à Théodose et ne respectait pas l'autorité de Valentinien. La relation entre Valentinien II et Arbogast s'est encore détériorée, et le 15 mai 392 après Jésus-Christ, Valentinien II a été retrouvé mort, pendu dans ses quartiers. Même si officiellement déclaré comme un suicide, il n'est pas totalement déraisonnable de soupçonner qu'Arbogast avait quelque chose à voir avec cela. En août 392 alors, Arbogast a choisi Eugenius comme nouveau empereur de l'Empire romain d'Occident, et donc nous voyons que dans une période de seulement 80 ans les Francs passent d'abord à être recrutés en plus grand nombre dans l'armée de Constantin, à décider qui deviendrait empereur romain d'Occident. Une montée de pouvoir très incroyable en effet. L'armée romaine en une période de moins de 100 ans était devenue, comme certains diraient, assez barbare. L'acclamation d'Eugénie ne plaisait pas à l'empereur Théodose et cela a culminé dans la célèbre bataille de la rivière Frigidus en 394, une bataille très importante de l'histoire mondiale, dont j'ai parlé à de nombreuses reprises. La prochaine fois que les Francs joueraient un rôle important dans le destin de l'Empire romain était dans les semaines suivant le 31 décembre 406 après Jésus-Christ. Comme je l'ai mentionné précédemment, à cette date célèbre, les Vandales ont commencé à prendre d'assaut les fortifications romaines de Lemus, traversant le Rhin gelé pour entrer en territoire romain. De nombreuses troupes frontalières des Limitanei avaient été retirées de là par le célèbre magister Militum Flavius Stilicho, le grand défenseur de Rome, pour la défense de l'Italie. Ainsi, le Lims était principalement défendu uniquement par les voiderati francs. Fascinant, les Francs étaient des combattants si redoutables qu'ils ont réussi à repousser les Vandales. Donc, initialement, les fortifications m'ont tenu. 20 000 Vandales ont été tués dans cette guerre franco-vandale, du début de 407. Ce n'est que plus tard, lorsque d'autres tribus germaniques, comme les Alains et les Suèves, se sont joints aux Vandales, que les Francs ont pu être submergés. Ce n'est que 20 ans plus tard que les Francs sont réapparus en tant qu'ennemis. Entre 427 et 429, les Francs saliens sous leur roi Claudio ont profité de la guerre civile romaine entre Aetius, Félix et Bonifacius, réussissant ainsi à envahir la région de Belgica Secunda. Nous voyons à nouveau le schéma. Comment les Germains ont utilisé les guerres civiles romaines à leur avantage, frappant presque exclusivement seulement quand ils savaient que les Romains étaient préoccupés par leur propre combat. C'est alors Aetius qui a vaincu les Francs saliens en 428, rétablissant ainsi dans une large mesure le pouvoir romain en Belgica Secunda. Mais le précédent de Claudio était établi, à savoir que l'invasion du territoire romain en temps de guerre civile fonctionnerait effectivement. Maintenant, pourquoi Claudio a-t-il envahi en premier lieu? Les preuves archéologiques indiquent que la Belgique et la Germanie Secunda étaient peu peuplées, même après la réinstallation de nombreux Francs là-bas. Et puisque le territoire était déjà fortement peuplé par les Francs, et avec l'affaiblissement de l'autorité impériale romaine, Claudio voulait probablement aussi une part du gâteau, voyant comment tous les autres germaniques s'étaient établis sur le territoire de l'Empire romain d'Occident. Après cela, les Francs ont été satisfaits de leur territoire pendant un certain temps. Lorsque les Huns ont ensuite envahi l'Empire romain d'Occident, les Francs faisaient également partie de la coalition d'Aetius. Le roi franc Childéric était probablement un officier dans l'armée d'Aetius et a également aidé à vaincre Attila le Hun à la bataille des plaines cataloniennes. Childéric lui-même était donc un foederatus romain, et les Francs se contentaient pour l'instant des terres en Germanie du Nord et en Belgica Secunda. Au début des années 460, Aegidius, un général nommé par l'empereur Majorien lui-même, est devenu le Magister Militum per Gallias, et il était un leader puissant avec une grande autorité même sur les Francs. Pendant un certain temps, alors que Childéric était exilé par son propre peuple, Aegidius a également pris le titre de roi des Francs. Mais quand Childéric est mort en 481 après Jésus-Christ, son fils Clovis a repris la seigneurie sur les Francs saliens. Et Clovis ne se contenterait plus d'être un fédéré des Romains.
surtout maintenant qu'il n'y avait plus d'empereur romain d'Occident, et que l'autorité impériale s'était effondrée pour de bon. Seul Syagrius, le fils d'Aegidius, restait comme le dernier bastion du contrôle romain à l'ouest. Et Clovis savait que Syagrius était entouré de royaumes germaniques, certainement pas une situation idéale pour le dernier état vestige romain d'Occident. Il a donc attaqué Syagrius en 486. Une bataille a été livrée près de Noviodanum Suessionum, aujourd'hui connu sous le nom de Soissons. Syagrius a perdu mais a survécu à la bataille et s'est enfui, mais a été tué peu de temps après. Et ainsi, le domaine franc a soudainement doublé de taille. En ces jours-là, les Wisigoths étaient encore la puissance dominante sur les anciens territoires de l'Empire romain d'Occident. Cependant, cela changerait sous Clovis. En 496, Clovis a vaincu les Alamans et annexé une partie de leur territoire de l'autre côté du Rhin. Au début des années 500, l'Armorique a été incorporé dans le royaume franc en pleine expansion, non par des moyens militaires, car les Armoricains se sont avérés être des combattants redoutables, mais par la diplomatie, car ils partageaient la haine commune des Wisigoths avec les Francs, parce que les Wisigoths étaient des chrétiens ariens, tandis que les Francs et les Armoricains étaient de la confession de Nicée. La bataille de Vouillé a été livrée en 507 après Jésus-Christ, où les Francs ont été aidés par les Armoricains contre les Wisigoths, ce qui s'est terminé par une victoire écrasante pour les Francs. Et ainsi, le royaume franc s'est à nouveau agrandi, atteignant une taille formidable. Pour sécuriser son règne, peu de temps après, Clovis a fait exécuter brutalement de nombreux rivaux francs potentiels. Et donc, en seulement environ 20 ans, Clovis a transformé les Francs, qui ne possédaient qu'une petite zone dans certaines parties de l'ancienne Germanie et de la Belgica Secunda, en une entité presque de la taille de la France moderne. Une expansion incroyable. C'était essentiellement l'établissement de la dynastie mérovingienne en tant que leader dominant de ce nouveau grand royaume franc. Ils se voyaient comme les successeurs de l'Empire romain à l'ouest, car c'était Childéric, le père de Clovis, un mérovingien, qui avait combattu aux côtés d'Aetius. En ces jours-là, la Gaule était encore très remaniée, et les villes vers 500 après Jésus-Christ n'auraient pas semblé différentes de, par exemple, 50 ans plus tôt, lorsque l'Empire romain existait officiellement encore. Et même en 751 après Jésus-Christ, lorsque les Carolingiens ont pris le pouvoir sur le royaume franc, avec Pépin le Bref, le fils de Charles Martel, couronné roi cette même année, même alors, ils se voyaient comme les successeurs des Romains. Charlemagne lui-même était un Rombu absolu, comme nous dirions, car il a essentiellement essayé de ressusciter l'Empire romain, tant en taille qu'en style. Il a fait construire de nombreux bâtiments qui utilisaient un style architectural romain distinct qui n'aurait pas été déplacé même 400 ans plus tôt comme la célèbre cathédrale d'Aix-la-Chapelle. En effet, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo ici, beaucoup des anciennes villes romaines, même à cette époque, étaient étonnamment bien conservées. Et il est donc compréhensible que les Francs se voyaient comme la continuation naturelle de l'Empire romain à l'ouest. Et donc l'histoire des Francs est extrêmement fascinante. Apparaissant d'abord pendant la crise du IIIe siècle pour être recrutés en grand nombre dans l'armée de Constantin, pour devenir des foederati des Romains, et ainsi rapidement monter les échelons jusqu'aux plus hautes fonctions, pour devenir des faiseurs d'empereurs, pour être parfois amis, parfois ennemis de Rome, et ensuite, lorsque l'Empire romain d'Occident est tombé, pour s'étendre rapidement en peu de temps à une taille stupéfiante. Leur histoire est intrinsèquement liée à l'Empire romain tardif. Parfois amis, parfois ennemis, mais après la chute, une sorte de successeur des Romains à l'ouest. Une histoire vraiment fascinante et complexe, qui montre à quel point cette période de transition du monde romain tardif est intéressante au monde médiéval précoce était vraiment. Et je voudrais prendre le temps de remercier tout particulièrement nos nouveaux supporters Patreon et membres YouTube. Merci beaucoup, amis, pour votre soutien à Majorianus, afin que nous puissions continuer à explorer des sujets intéressants de l'Empire romain tardif. Je voudrais remercier nos nouveaux supporters Sol Invictus, Malus Flavus, Mark Richardson, Neil, Gary Myers, Eskaïe Tannen et Anton Eugene Lantier. Merci beaucoup les gars pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Merci Malus Flavus, Mark Richardson, Neil, Eskaïe Tannen, Anton Eugene Lantier et Gary Myers.
Merci beaucoup les gars. Je ne peux pas vous remercier assez. Et je voudrais également remercier tout particulièrement nos 2 nouveaux membres de Restitutor Orbis, David Pegno et Carrie J. Merci David Pegno et Carrie J pour avoir soutenu cette chaîne de manière si généreuse, et je voudrais remercier nos nouveaux supporters, Augusto Evan Isles et Cookie Monster. Merci beaucoup, Evan Isles et Cookie Monster, pour avoir soutenu cette chaîne avec une telle générosité. Et bien sûr, je voudrais également remercier nos 2 nouveaux supporters Kaysar, Morgan Brewer et William H. Moldestad Jr. Merci beaucoup, Morgan Brewer et William H. Moldestad Jr. pour votre soutien incroyable. Je vous remercie beaucoup, amis, pour votre soutien à cette chaîne avec une telle générosité, afin que nous puissions continuer à réaliser des vidéos sur des sujets fascinants de la fin de l'Empire romain. Je ne peux pas assez vous remercier, amis. Je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne de quelque manière, forme ou façon que ce soit. Je te remercie, ami. Et si vous voulez en savoir plus sur la traversée du Rhin en 406 après Jésus-Christ, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit, mais si vous voulez en savoir plus sur l'apparence probable des villes romaines au début du Moyen-Âge, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Je te remercie et au revoir.